Donc, je suis contente de finir ces présentations. Et moi, je vais parler d'où je parle, effectivement, en tant que psychiatre. En tant que psychiatre je suis chef de service d'un service à l'hôpital de Versailles, qui a développé depuis longtemps des coordination, des collaborations avec les médecins généralistes du territoire. Et j'ai eu la chance moi-même, quand j'ai commencé mon clinica, de travailler dans un dispositif de soins partagés, je vais revenir là-dessus, qui existe depuis 2001 au Centre hospitalier de Versailles, et puis actuellement de suivre l'expérimentation Sésame, qui a déjà été un peu évoquée. Je collabore aussi avec le réseau Sentinelle. Donc, je suis une psychiatre qui aime travailler avec les médecins généralistes et sur ces questions de coordination et de collaboration. Je n'ai pas d'intérêt, sauf ce que j'ai déjà dit, à déclarer. Donc moi, mon propos va être sur cette coordination et puis repartir du guide HAS qui a été publié en septembre 2018 sur la coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de soins. Donc ça va dépasser finalement le seul psychiatre, déjà ça a été déjà évoqué avec le psychologue, et les infirmiers qui vont être aussi introduits. Donc les acteurs de soins dans la prise en charge des personnes qui vivent avec des troubles mentaux fréquents ou troubles mentaux sévères, comme déjà ça a été évoqué par Marie-Hélène Certin. Donc le constat de ce guide, c'était le rôle de facto, c'est-à-dire c'est comme ça, la médecine générale est au centre des troubles, des soins des troubles mentaux fréquents. Il y a une nécessaire coordination pour toutes ces situations qui ont été décrites par Marie-Hélène Certin comme ces soins conjoints. On ne parlera pas des deux premières catégories qu'elle a évoquées, mais bien les soins conjoints où la coordination, la collaboration entre acteurs de soins est importante à prendre en compte. Et ce guide était intéressant parce qu'il inventoriait toutes les expériences qui étaient conduites sur cette coordination, aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors, il prenait 5 grandes typologies d'actions de coordination. Je vais parler de 4, puisqu'on va laisser tomber les coordinations pour les troubles mentaux sévères. Notre propos cet après-midi, c'est plus de parler des troubles mentaux fréquents, troubles anxieux, troubles dépressifs notamment, comme ça a déjà été évoqué. Alors, les premières typologies, et puis au fur et à mesure, finalement, on peut dire que la coordination augmente au fur et à mesure de ces typologies. Je vais revenir là-dessus. Donc les premières actions, c'est tout ce qui va consister à améliorer la communication entre les différents acteurs, donc prendre attention aux courriers qui sont adressés, aux demandes qui sont faites en retour, tout ce qui va être télémédecine, tout ce qui va être système d'information partagé, tout ce qui peut être aussi des réunions cliniques pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles, comme ça peut être fait par exemple dans certains arrondissements de Paris, entre médecins généralistes et psychiatres de ces arrondissements. Et puis tout ce qui va être processus d'adressage vers les soins spécialisés, d'adressage spécifique. Et par exemple, c'est l'expérimentation de la CNAM avec l'adressage et puis la prise en charge des psychothérapies, adressage par des médecins généralistes et la prise en charge de ces psychothérapies par les psychologues des territoires. Alors, notre idée, ce qui était demandé, c'était de vous présenter les dispositifs de coordination et puis vous donner aussi qu'est-ce qui existe comme preuve sur l'impact pour les prises en soins pour les patients. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études, on pense que c'est très important, mais la communication est sans doute importante, sans doute que cette augmentation de la communication augmente la coordination, mais il n'y a pas d'études si précises que ça à vous présenter, à part les expériences des uns et des autres. Et puis, les résultats des expérimentations, ça, sont à venir, et il y a déjà eu une enquête auprès des médecins généralistes, des psychologues qui ont été concernés par ces dispositifs. Mais pour l'instant, les résultats, je crois, vont bientôt être publiés, enfin, présentés dans des congrès. Deuxième grand type de coordination, c'est les colocations, c'est-à-dire exercer, c'est ce que nous a été déjà présenté aujourd'hui, là, par exemple, dans la maison de santé pluriprofessionnelle des Mureaux, donc il y a des médecins généralistes et puis il y a des psychologues. Donc cet exercice dans un même lieu, avec au moins 2 praticiens ou professionnels de santé. Alors soit par exemple, il y a une maison de santé pluriprofessionnelle à Saint-Nazaire où il y a un psychiatre travaille dans une MSP, ou psychologue pluriprofessionnel, infirmier, masseur, etc., sage-femme.
Sur les éléments un petit peu d'évaluation de ce que ça permet, ces colocations, ces exercices. Alors clairement, ça favorise la coordination, la collaboration, ça favorise de réduire la stigmatisation et probablement l'accès à des soins spécialisés et des liens. Ça paraît assez évident. Après, il a été aussi montré que finalement l'exercice dans un même lieu ne garantit pas la coordination et pas forcément le travail en commun parce que du fait notamment des listes d'attente et des manques de disponibilité des psychiatres, des psychologues qui souvent ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Cette colocation a aussi été un peu abordée à l'international par tous les travaux qui s'appelaient les soins partagés en liaison-attachement ou dans les pays anglo-saxons, des psychiatres allaient dans des cabinets de médecine générale avec cet objectif plus de soins partagés, là, de coordination. Et il y a des données sur une augmentation de la satisfaction des professionnels, aussi bien médecins généralistes que psychiatres, de l'observance pour les patients, d'accès aux soins et une diminution des adressages à l'hôpital et une modification des critères d'adressage. Ça, c'était très très net. Clairement, quand on se connaît, on s'adresse différemment les patients. Troisième grand dispositif, c'est ce qu'on appelait donc les dispositifs de soins partagés. Alors l'anglo-saxon, il parlait de consultation-liaison, notamment, et c'est le Canada qui a développé ce terme de soins partagés. C'est des consultations d'avis et de suivi conjoint qui sont destinées aux médecins généralistes du territoire, centrés sur les troubles mentaux fréquents. Alors c'est souvent dans des lieux plutôt déstigmatisés, et d'emblée les consultations sont présentées comme un lieu où il n'y aura pas de suivi, mais un point ponctuel, et s'il y avait besoin d'un suivi, il y aurait orientation de la personne. Donc le médecin généraliste sur le territoire, et donc il y en a 3 en France, à Versailles, comme j'en ai déjà parlé, à Créteil et à Toulouse. Donc le médecin généraliste adresse à une équipe pluriprofessionnelle, spécialisée dans les soins des troubles mentaux, infirmiers, psychiatres, psychologues, qui vont recevoir la personne un nombre limité de fois et donner un avis. Donc soit la séquence suffit et il y a retour auprès du médecin généraliste, soit il y a orientation. Là, dans le tableau, c'est un petit peu les chiffres d'activité du dispositif de soins partagés du centre hospitalier de Versailles. Voilà, à peu près 200 patients adressés par an. Majoritairement, 85% sont adressés par les médecins généralistes du territoire, avec plus de patients suivis. Des actes qui vont des infirmiers qui, en général, font le premier entretien, particulièrement les psychiatres, les psychologues. Des délais de rendez-vous assez brefs. Vous voyez à peu près 11 jours entre l'appel du patient et le rendez-vous. Des taux d'absence au premier rendez-vous très bas. Il manque un 3,5. Par contre, un nombre de médecins généralistes sur le territoire qui travaillent avec ce dispositif de soins partagés un peu limité, et donc environ 3 consultations. Je détaille un peu ces points parce que ça va un peu dans le sens aussi de l'évaluation de l'impact sur finalement les délais, ce qui montre, dans les évaluations d'impact, il y avait aussi des améliorations des satisfactions de tous les protagonistes, et puis surtout, une donnée assez importante, que suite à ces dispositifs de soins partagés, finalement, environ 80% des patients retournent en médecine générale après l'intervention de ces soins partagés, et donc 20 à 40% sont adressés pour des prises en charge spécialisées. Un des points limitants, vous voyez, 110 médecins généralistes alors qu'il y a 400 médecins généralistes sur le territoire, par exemple des Yvelines Sud. Donc c'est clairement une couverture limitée sur le territoire et un nombre limité de personnes qui peuvent en bénéficier. Et il y a eu différentes études, je ne vais pas détailler, mais nous avons étudié un petit peu les typologies des patients. C'est des patients qui ont des troubles mentaux fréquents, mais avec des situations sévères ou complexes. Donc je passe au dernier élément de coordination entre médecine générale et acteurs en santé mentale, c'est les soins collaboratifs. Donc c'est un modèle qui a émergé dans les années 90 aux États-Unis
et qui a diffusé, alors beaucoup aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, dont vous avez la liste. C'est une approche qui est pluriprofessionnelle et très structurée, avec des modèles de prise en soin bien structurés, sur notamment des calendriers de rendez-vous, des outils de mesure qui permettent de suivre l'évolution de la personne et donc éventuellement, s'il n'y a pas d'évolution suffisamment importante selon ces outils de mesure, de se dire comment intensifier la prise en charge, et également des programmes où la communication interprofessionnelle est renforcée avec des réunions cliniques et aussi un dossier ou registre partagé. Donc là, il y a un petit schéma qui montre le patient au centre, évidemment, de ce dispositif, mais avec toute une équipe des soins collaboratifs, et donc est entouré en rouge. Alors dans les pays anglo-saxons, c'est ce qu'on appelle le case manager. Nous, on va le décliner, je vais en parler un petit peu plus tard dans l'expérimentation qui est faite en France, avec un infirmier coordinateur. C'est un infirmier qui occupe cette place de case manager. Et puis, autour du patient, il y a le médecin généraliste qui est la porte d'entrée dans le dispositif. Il y a le psychiatre référent qui en soutient. Il y a le psychologue aussi à qui le patient peut être adressé. Et puis, toutes les autres ressources aussi qui doivent être aussi mobilisées, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Marie-Hélène Certin, les problématiques de santé mentale, des troubles mentaux fréquents, concerne de nombreux professionnels, et pas seulement professionnels, de nombreux acteurs. Alors, sur ce dispositif de soins collaboratifs, on a des données de preuve solides, avec au moins 80 essais contrôlés randomisés, avec une efficacité qui a été démontrée sur l'évolution des personnes, sur l'amélioration de la santé physique, sur l'observance, sur la satisfaction et également un modèle économique qui est bénéficiaire. Alors voilà un petit peu détaillé les éléments de preuve. Je ne vais pas tous les lire, mais donc ce modèle de soins collaboratifs a bénéficié d'une revue Cochrane où il y a clairement une amélioration significative des symptômes de dépression ou d'anxiété, et vous voyez aussi bien à 6 mois, de 7 à 12 mois, de 13 à 24 mois après la prise en charge, et même à très long terme. Enfin, à très long terme, ce n'était pas significatif, au-delà de 24 mois. Je n'ai pas détaillé les autres éléments sur les risques relatifs, les améliorations, mais donc c'était également un effet sur les autres points que j'ai évoqués tout à l'heure, et cette évaluation que $6 économisés était économisé pour $1 dépensé, donc un modèle économique qui était plutôt vertueux. Par contre, donc, si l'efficacité est clairement démontrée, se posent des questions d'implémentation, et c'est le guide HAS de 2018 reconnaissait les résultats positifs en termes d'efficacité clinique, mais s'interrogeait sur l'applicabilité en vie réelle de ces tels programmes d'intégration des différents professionnels. Il y a quelques études internationales qui se sont intéressées à l'implémentation, surtout aux États-Unis, comme vous voyez, sur la fidélité, jusqu'à quel point il y avait pénétrance, sur la faisabilité, et puis conclure, avec des conclusions plutôt positives sur la possibilité d'implémentation de ces soins collaboratifs. Donc, en France, il y a une première expérience de soins collaboratifs qui s'appelle Sésame, pour soins d'équipe en santé mentale. L'idée, c'est d'améliorer le dépistage et la prise en soin des troubles mentaux fréquents, notamment en se basant sur la dépression et les troubles anxieux chez l'adulte en médecine générale. Cette expérimentation a été possible avec un partenariat avec l'Université de Washington, l'Institut Montaigne et le Centre hospitalier de Versailles, et a été rendue possible aussi avec un soutien de fondations privées et du Fonds d'innovation organisationnelle. Donc, a commencé, vous voyez, en octobre dernier, une implémentation pour 2 ans et demi de ces soins collaboratifs, avec une implémentation très intéressante sur 4 sites, avec 2 MSP,
donc à la Celle Saint-Cloud, au Mureau, également en cabinet médical à Chevreuse, tout autour de Versailles, et des médecins généralistes en pratique isolée, pardon, localisés sur Versailles. Ces différents sites bénéficient d'un accompagnement avec 3 infirmiers, dits infirmiers coordinateurs, et 3 psychiatres consultants qui sont en lien avec un infirmier. L'idée, c'est donc, là, il y a eu déjà des inclusions, donc je pense que Marianne Certain pourra aussi dire en pratique comment ça se passe. Normalement, en janvier, l'idée, c'est d'introduire une approche populationnelle, d'arriver aussi à, pas seulement l'adressage par les médecins généralistes, mais également d'organiser un dépistage dans les maisons de santé pluriprofessionnelles et un déploiement du projet en visant 800 à 1000 patients, donc depuis 18 ans, comme critère, troubles dépressifs et anxieux, et avec un critère de mesure de l'intensité dépressive. Et nous allons aussi associer à cette expérimentation un programme de recherche sur l'implémentation. On ne veut pas démontrer l'efficacité, mais toutes ces questions d'implémentation, jusqu'à quel point c'est faisable, jusqu'à quel point on a une adoption du modèle qui a été déterminé aux États-Unis ou une transformation, jusqu'à quel point les pratiques professionnelles sont modifiées, le coût et l'acceptabilité par les personnes, les patients, les familles, etc. Et on voudrait arriver un petit peu à comparer les implémentations dans ces 4 sites et en les comparant aux implémentations démontrées ailleurs. Nous avons été sélectionnés dans l'appel à projet Respire pour pouvoir mener à bien cette étude. Et donc, nous aurons des résultats, normalement, début des résultats en 2023. Voilà, donc j'espère que je vous ai démontré, que je vous ai convaincu de l'importance des dispositifs de coordination entre médecine générale et soins spécialisés, avec l'intérêt de suivre différents métiers, y compris ces infirmiers Sésame, avec l'expérimentation Sésame. Je vous remercie de votre attention.